Donc, après cette arrestation de Fouquet, tout le monde sait qui est Louis XIV. Et non, oui, Louis XIV gouvernera vraiment par lui-même. Et tout le monde se met à craindre Louis XIV. En France, évidemment, plus personne n'ose lever la tête devant Louis XIV. Et les pays aux alentours, les voisins, c'est pareil. On commence à se dire, Louis XIV, il a quand même réussi à vaincre les Espagnols. Maintenant, plus personne ne craint les Espagnols. C'est au tour de la France d'être crainte. Alors, tous ceux qui ont travaillé pour Fouquet, ces artistes, donc l'architecte Levaux pour les bâtiments, à vos vicomtes, le jardinier André Lenôtre, le peintre de tous les intérieurs, Lebrun, tous ces artistes sont envoyés à Versailles, dans ce petit château que vous avez vu lors de la journée des dupes, et qui, alors, Louis XIII l'avait un petit peu arrangé quand même, parce qu'il s'y plaisait tellement qu'il l'avait quand même un petit peu arrangé, il avait mis des briques, etc., il l'avait décoré, et donc au document 25, vous voyez à quoi ressemblait le château de Versailles au début du règne de Louis XIV, d'accord? Donc, les architectes, l'architecte Levaux, Lebrun pour les peintures et Lenôtre pour les jardins, sont réquisitionnés pour faire de ce château un château digne du roi de France et pour faire oublier ce château de Vaux-le-Vicomte qui est une insulte pour Louis XIV. Alors, Louis XIV s'entoure également des meilleurs artistes de son temps, comme donc, Molière, qui est donc le plus grand auteur de théâtre que la France ait connu et un des plus grands acteurs. Il y a aussi le dramaturge Racine, Lully pour la musique, c'est une personne qui venait d'Italie, et Louis XIV demande à ce que le plus important à aménager à Versailles, ce soit les jardins. Pourquoi? Parce que c'est dans les jardins qu'on pourra faire des fêtes magnifiques et le château ne servira juste qu'à dormir une nuit ou deux, et puis une fois que la fête est terminée, on repart dans un château plus grand comme celui de Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas très loin, ou à Fontainebleau. Donc c'est vraiment les jardins. Et Louis XIV fait réaliser des fêtes avec tous ces grands artistes, Molière le premier, Lully, etc. Et là, au document 27, vous voyez une scène de théâtre, mais dans les jardins. D'accord? C'est vraiment dans les jardins. Évidemment, ces fêtes-là se déroulaient l'été. Alors, travaille aussi écrivent sous Louis XIV des grands auteurs, comme Madame de Sévigné ou Jean de La Fontaine. Mais Madame de Sévigné et Jean de La Fontaine, c'était des amis de Fouquet. Et justement, ils font partie de ces personnes qui ont réussi à faire qu'au lieu d'être condamné à mort, il ne soit qu'en prison. D'accord? Donc, Madame de Sévigné était invitée à Versailles, à la cour, et elle décrivait les fêtes dans des lettres qui sont devenues célèbres. Par contre, La Fontaine, lui, ne sera pas très apprécié de Louis XIV parce qu'il est resté très fidèle à Fouquet. Mais La Fontaine va quand même écrire ses fables, notamment pour le Dauphin. D'accord? Le Dauphin, c'est un des premiers à avoir reçu les fameuses fables de La Fontaine. Alors, Louis XIV ne se contente pas de fêtes, évidemment, ce n'est pas que ça, son rôle de roi. C'est aussi réorganiser l'État, la France, et donc il nomme comme ministre, comme contrôleur des finances, et non plus surintendant des finances, Jean-Baptiste Colbert, celui qui lui avait dénoncé les malversations de Fouquet, et de Mazarin.
Et donc, Jean-Baptiste Colbert va développer l'économie de la France pour que la France soit incontestablement la première puissance mondiale. Alors, il va développer un système économique qu'on appelle le mercantilisme ou le colbertisme. Colbert, vous le voyez au document 28, c'est-à-dire que la France achète des matières premières, donc des choses qui ne valent rien du tout, pas cher aux pays étrangers, il les transforme dans des manufactures et après, il les revendent aux Français et aussi au reste du monde, mais là, elles auront tellement été transformées que ce sera devenu des objets de luxe et ça vaudra très cher. Et par exemple, vous avez la manufacture des gobelins, les tapisseries, ça existe encore les gobelins, c'est dans Paris, les tapisseries françaises seront les plus appréciées dans le monde. Il va aussi beaucoup protéger les forêts, pas du tout par écologie, c'était pas du tout un concept à l'époque, mais parce que les forêts, le bois, ça servait pour la marine, et Colbert veut développer la marine. Je vous rappelle que lors de la conquête de l'Amérique, c'était les Espagnols en premier, bon maintenant les Espagnols, il ne leur reste plus grand-chose, et les Pays-Bas, les Provinces-Unies, la petite zone orange, vous vous rappelez de la carte du début du cours, la carte d'Europe, va en profiter contre les Espagnols pour devenir la première puissance marine, et donc établir des colonies partout dans le monde, dans l'Amérique. Et les Anglais, évidemment, à partir du XVIIe siècle, va aussi développer sa marine. Donc Colbert estime que c'est important. Il faut absolument développer la marine pour s'enrichir. Alors, il y a ce qu'on appelle en Amérique une zone qu'on appelle la Nouvelle-France. Rappelez le Québec, etc. Et donc depuis Henri IV, il y a des colons qui vivent, des Français qui vivent là-bas. Et ils n'ont pas beaucoup... pour s'enrichir, c'est très compliqué. Parce qu'autant les Espagnols en Amérique du Sud, eux, ils ont ramené des tonnes et des tonnes d'or. Au nord d'Amérique, il n'y a pas grand-chose. En plus, il fait très froid, donc les cultures sont assez difficiles. En fait, la richesse, ça va être les peaux de bêtes, la pelleterie, c'est-à-dire les peaux de bêtes. On tuait les castors, les ours, etc., pour avoir leur peau, et après on vendait ça en France. Ça permettait d'avoir des objets en fourrure de luxe. Je vous dis, l'écologie n'était pas du tout un concept envisagé à cette époque. Mais la véritable richesse de cette Nouvelle-France, de cette Amérique, venait des îles à sucre, donc dans les Antilles. Aujourd'hui, la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi Haïti, Saint-Domingue, Cuba, la Jamaïque, etc. Donc, il y avait des îles françaises, des îles anglaises, des îles espagnoles, des îles hollandaises. Et on produisait de la canne à sucre. Et donc, ça permettait d'avoir du sucre en Europe. Super. Sauf qu'il fallait y travailler. Les colons n'étaient pas assez nombreux. Les colons n'avaient pas spécialement envie d'y travailler. Ils étaient propriétaires des plantations, mais ils n'avaient pas spécialement envie d'y travailler eux-mêmes. Quand ils sont arrivés dans ces îles, il y avait des habitants, des Amérindiens. Seulement, on les avait tous massacrés. Ah, il n'y a plus personne pour travailler. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déporter des millions d'Africains pour travailler dans ces îles et dans le reste de l'Amérique. Alors, ce n'est pas les Français qui ont commencé, c'est les Espagnols, après tous les autres pays ont suivi, on fait la même chose. Et donc, on emmène ces esclaves, donc je vous laisse regarder le document 29, donc on appelle ça la traite des Noirs, parce qu'on les met on les rend esclaves, on les envoie jusqu'à ces îles des Antilles,
Et après, on peut renvoyer le sucre, le tabac, le café qu'on a produit jusqu'en Europe. Et après, comme les Européens se sont enrichis, hop, on va renvoyer du tissu, des armes, de l'alcool en Afrique. Et les chefs africains leur donnent aux Européens les esclaves. Et donc, on appelle ça le commerce triangulaire parce que ça forme un triangle. Donc, ceci au prix de millions d'Africains qui sont réduits à l'esclavage. Évidemment, ils sont fouettés s'ils n'obéissent pas. Ceux qui essayent de s'échapper, première évasion, on leur coupe une main. Deuxième évasion, on leur coupe les deux mains. Après, on leur coupe une jambe. Et puis après, on leur coupe. Enfin, on les tue. Voilà. Voilà. Pour s'échapper, c'est très compliqué. Hein. Donc voilà. Et ça a fait des fortunes immenses en Europe, notamment en France. Colbert s'en frottait les mains, mais à quel prix? Voilà, au prix de millions de gens déportés. Et ceci parce qu'on avait massacré les Amérindiens, les premiers habitants d'Amérique. On les avait ou tués par les armes, ou tués par les maladies. On ne s'est pas gêné à leur donner des maladies qu'ils ne connaissaient pas. Les Européens étaient immunisés contre ces maladies, hein, mais pas les Amérindiens, ils ne connaissaient pas ces maladies. Donc ils mouraient très facilement aussi. Aussi, on avait donné beaucoup d'alcool à ces Amérindiens, donc ils sont beaucoup devenus alcooliques, et après ils sont entretués entre eux, ils étaient alcooliques. Voilà, donc la richesse de l'Amérique, qui va permettre la richesse de l'Europe, c'est au prix de ces drames humains contre les Amérindiens et contre les Africains. Alors, je continuerai sur la politique de Louis XIV dans une autre vidéo.